Migration vers la partition. C'est vrai, Hollande nous avait habitués aux phrases choc qui frisent le cynisme. Déjà, en octobre, dans le livre « Un président de la République ne devrait pas dire ça », le chef de l'État utilise une allégorie particulièrement forte. La France voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Dans une confidence faite aux journalistes du Monde, le président Hollande a indiqué « Comment peut-on éviter la partition ?» Car la partition, c'est quand même ce qui est en train de se produire. L'aveu de taille vient renforcer le point de vue d'Alain Finkielkraut. L'essentiel, contrairement à ce que nous martèle la vulgate économiste commune au marxisme et au libéralisme, l'essentiel, ce n'est pas l'économie. L'essentiel, c'est la situation de la France. L'essentiel, c'est, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République dans le livre d'Avellhomme, le risque de la partition. Alors, avec la politique d'immigration en place depuis plusieurs décennies, va-t-on vers la partition ? Je vais donner tout de suite la parole à nos sociétaires. Vous avez peut-être remarqué que j'avais omis de saluer Nicolas Gauthier qui nous a rejoint. Boulevard Voltaire est parti par la droite, mais il est revenu par la gauche ou inversement. Bernard Anthony, c'est un compliment, la question est importante. Est-ce qu'il y a un risque de partition? D'ailleurs, peut-être définir ce terme-là quand on évoque, mais peut-être qu'il n'est pas très clair pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Oui, il y a un risque de partition. Je réponds tout net. Et on sait qu'il y a ce risque en interrogeant l'histoire. Il y a un risque de partition de la part de qui? De la part, par exemple, des communautés asiatiques qui sont à 2 pas d'ici et où j'aime me promener certains jours avec mes amis d'origine vietnamienne ou cambodgienne. Non, il n'y a pas de risque. C'est même un des quartiers les plus sûrs de Paris. Il y a des quartiers où c'est comme cela, il y a risque de partition. Et cette partition, elle a un nom, c'est l'Oumma. L'Oumma, qui est un des mots clés de l'islam. La société islamique, qui est une société régie par la charia, et qui n'est pas le problème des individus qui sont donc personnellement braves gens, mais qui obéissent donc à une tradition qui n'est pas la nôtre. Et peu à peu, ils s'implantent. Alors, regardons comment ça s'est passé ailleurs. Il y a 57 pays adhérents à l'Organisation de la coopération islamique. 57. Dans un seul de ces pays, le Liban, qui m'est si cher, il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas régi par la loi islamique. Partout ailleurs, c'est de la charia dure ou de la charia light, mais tous ces pays-là ont été conquis par partition, soit par invasion, ensuite par établissement de communautés. Quand je parle à des élèves, il m'arrive d'intervenir dans un certain nombre de collèges, je leur dis, est-ce que vous savez l'histoire de la Turquie? La Turquie où il y a aujourd'hui 0,03% de chrétiens, quelques-uns à Istanbul. Au début du siècle, du XXe siècle, combien y avait-il de chrétiens sur ce qui correspond au territoire de l'actuelle Anatolie? Presque 50%. Les Grecs, les Assyro-Chaldéens, il n'y avait pas seulement les Arméniens. J'ai fait un livre passionnant, terrible à faire, sur le génocide arménien, mais j'ai bien spécifié tout de suite, parce que c'était le titre, je ne pouvais pas mettre le génocide arménien, mais tous ces peuples-là, ils ont d'abord été conquis par partition. Et puis ensuite, il y a eu le génocide final de 1916, c'est autre chose. Mais vous voyez, quelquefois, j'entends une réflexion raciste que je ne supporte pas dans nos milieux. Je dis bien nos milieux, oui, par cette droite de conviction qui m'est chère. Certains disent, ce sont des racialistes plus exactement, l'islam, c'est bien chez eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, c'est pas bien chez eux. Les Égyptiens, à l'origine, ce sont les Coptes. Ils sont chrétiens à 90% d'abord, et puis ensuite de moins en moins, parce que se sont mis en place des poches de population. Je me souviens, au Parlement européen, j'appartenais à la délégation des affaires étrangères. Une réunion poignante au moment où le fagot yougoslave, dont le maréchal Tito avait dit qu'il était bien ficelé, tu parles, le fagot yougoslave était en train de se disperser,
Et j'ai devant moi la délégation serbe, qui était d'une violence. C'était des membres du Parti communiste, c'était encore une société tenue par le Parti communiste du maréchal Tito, d'une violence contre les Slovènes et les Croates, et Dieu sait que j'ai des amis serbes, je ne les confonds pas, les communistes de cette époque. Donc ils étaient en pleine éruption contre les volontés slovènes, croates et bosniaques, ça devait venir après, d'indépendance. Je leur ai dit, messieurs, est-ce que vous ne croyez pas que plutôt que de vous en prendre à la Croatie, qui a le droit à l'indépendance de par la constitution même de la Yougoslavie, vous feriez mieux de vous inquiéter de ce qui se passe dans votre Kosovo. Ces imbéciles, je dis bien ces imbéciles brutaux, m'ont dit, monsieur, cela nous le résoudrons par la guerre. Mais je leur ai dit, messieurs, votre Kosovo, il est déjà conquis. Vous avez perdu démographiquement. L'islam a avancé. La guerre résoudra tout. Oui, messieurs, on sait comment commence une guerre. On ne sait jamais comment elle finit. Et donc là, j'ai ce souvenir poignant aussi de la Bekaa, par exemple, au Liban, cette riche vallée entre le Liban et l'anti-Liban. C'était une vallée peuplée entièrement de chrétiens il y a un siècle. Regardez ce qu'il y en a aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qui est arrivé ailleurs peut nous arriver. Si vous permettez... Oui, je pense que ce que j'ai essayé de mettre en avant tout à l'heure, c'était le fait que l'histoire, elle s'écrit avec son rythme. Donc, quand vous posez la question sur la partition, d'abord, il y a des phénomènes démographiques. Ça ne se fait pas en 15 jours, mais ça se fait. Et c'est beaucoup plus rapide, d'ailleurs, que ce qu'on a appelé les grandes invasions barbares qui se sont déroulées sur des siècles, au Palan des attelages, etc., sur lesquels on a quelquefois des visions un peu d'image d'Épinal. Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a ce mouvement. Alors, j'ai appris avec intérêt, après avoir fait quelques livres sur le Coran et surtout sur les hadiths, que la charia, ça n'existe pas, que l'Oumma, ça n'existe pas, et Mahomet, ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs qui était le personnage de Mahomet. Alors, vous comprenez, en réalité, ce que nous voyons bien, c'est que l'islam, dans son ensemble, qui est poussé par donc une idéologie. L'idéologie, c'est le modèle du prophète en Médine, d'où on a tiré sa sunna et d'où on a tiré ensuite les hadiths, qui sont en vente dans toutes les librairies, parce que l'islam, ça n'est pas que le Coran, et c'est le modèle de vie. Alors, bien sûr que c'est lent, et je suis bien d'accord avec M. Daoud, moi j'aime beaucoup la Tunisie. Hélas, je suis un peu inquiet pour ce peuple que j'aime, parce qu'il y avait des Tunisiens très très résistant à un certain islamisme. Je suis allé faire, à l'invitation de Tunisiens que j'avais connus à Bagdad, une réunion à Tunis. Ils étaient d'accord avec mes propos. Ils me disaient « mais on vous supplie que la France reste elle-même ». Et donc moi, quelquefois, je pleure sur cette Tunisie. Alors donc, il y a eu, bien sûr, les mouvements de l'histoire sont lents, parce que l'Afrique du Nord, elle n'est pas tombée tout de suite. Il y a eu tout le génocide des Kabyles, la résistance de la Caïna, mais ça monte comme de l'eau. Et encore une fois, ce n'est pas un problème. Et rien là-dedans n'est un problème d'aversion pour un peuple. C'est justement que moi, je dis que les Arabes que j'aime tant, bon, ils ne sont pas faits pour l'islam. Les premiers qu'il faut désislamiser, ce sont les Arabes, les Perses, les Turcs, tous ces peuples-là qui appliquent une idéologie semblable, qui est la quintessence du totalitarisme.